En fin de compte, c'est parti d'une idée toute bête, c'est parce que j'ai les cadres dorés chez moi, j'en ai une 10-15 cadres en plastique dorés que j'avais acheté chez Tati il y a très longtemps. Et tout d'un coup j'ai repensé à ça et je me suis dit que ce serait rigolo de les mettre dans la rue. Bon, déjà c'est pratique parce que c'est léger, etc. Ça craint rien. Et que ça créerait un décalage rigolo, le fait que ça soit dans la rue, qu'il y ait ces cadres dorés qui symbolisent tout ce qui est les musées, quoi. Et donc l'idée c'était d'exposer des œuvres dans la rue, sur la place de la République avec Nuit debout. Et donc ce qui s'est créé, mais en fin de compte c'est une improvisation, ça se crée au fur et à mesure, c'est que les gens amènent des visuels et les placent dans les cadres et en parlent. Donc on a fait appel à des médiateurs, des gens qui voulaient venir en parler. Et donc chaque médiateur a apporté les œuvres qu'il préférait, les époques, les peintres, etc. Et puis chacun fait sa médiation sur ses œuvres. Donc ce qui crée des échanges avec les gens. Et puis en général, les médiateurs, c'est souvent des étudiants en histoire de l'art ou des gens professionnels. Et ce qui les séduit, c'est qu'ils n'ont pas un public habituel. Puisque là, c'est les gens un peu dans la rue qui passent et voilà, là ils applaudissent. Et donc ça crée un rapport complètement différent et qui est sympathique. Pour la vidéo, c'est bien. Il y en a un qui s'est créé à Montpellier aujourd'hui. Donc ils ont fait un musée debout à Montpellier, un musée dehors à Montpellier. Et il y a d'autres villes qui vont s'y mettre, parce que le principe est simple, c'est d'exposer des œuvres dans la rue et d'en parler et de partager les paroles expertes et puis les paroles de tout le monde. Voilà. Alors sur Facebook et sur Twitter, c'est les comptes Musée Debout, tout simplement, enfin musée au pluriel, Musée Debout. Et donc là on annonce les actions. Parallèlement à Musée Dehors, il y a aussi des débats sur des thèmes particuliers qui sont organisés régulièrement. En face d'une œuvre d'art africain issue de la culture baoulé en Côte d'Ivoire. Donc ici, cette sculpture, ça s'appelle un blolobla. Alors, chez les baoulés, en fait, on a une cosmologie assez particulière. Le blolo, c'est de là où émerge toute chose et où repart toute chose. Chaque être vivant repart dans le blolo. Mais dans le blolo, avant d'arriver sur la vie terrestre, on y a fait toute sa vie, c'est-à-dire qu'on a une épouse, un époux et des enfants. Sauf qu'on l'oublie quand on est et quand on arrive sur Terre. Et cette résurgence va avoir lieu en fait souvent à l'adolescence ou au moment de se marier, quand il y aura peut-être parfois des problèmes d'infertilité ou des problèmes sexuels dans le couple. En fait, ces problèmes-là vont s'expliquer chez les baoulés par le fait que l'épouse ou l'époux va être jaloux de l'époux terrestre et donc va causer tous ces problèmes à la personne. Et pour résoudre ça, il faut aller voir le devin, le communfoué, qui va dire à la personne qu'il faut qu'elle fasse une statue à l'image de l'époux qui va voir vraiment, qui va lui apparaître. Donc avec telle ou telle scarification, avec telle ou telle forme de tête, vraiment une statue personnalisée. Donc une statue qui va être créée et qui va être honorée vraiment. On va lui donner à manger, on va la placer dans la chambre à coucher, on va l'habiller, on va la parer et on va aussi une fois par semaine dormir avec et une fois par semaine aussi on va manger avec elle, seule à seule, avec son époux du blolo. Et en fait, ce blolo aussi, il a une attitude particulière. On retrouve souvent un peu les mêmes attitudes, c'est-à-dire que là, ici, par exemple, elle se touche le sein. Ça renvoie tout ce qui est fertilité. Vraiment, c'est quelque chose de très important chez les baoulés. Et là, pareil, elle se touche le ventre. C'est toujours la même chose. Donc là, ici, c'est un blolobla parce que c'est une statuette féminine, mais il y a aussi les statuettes masculines qui sont les blolobianes. Ici, on voit bien qu'elle est parée, elle a un petit collier qui lui ceint les hanches, et elle a aussi des petits bracelets aux chevilles. On a toujours un peu le même canon, ça se reconnaît assez bien les blolos bla et blolobianes, puisque les genoux sont souvent fléchis, assez épais, et la tête aussi prend une place très importante.
Ce qu'il ne faut pas confondre, c'est les bloloblas avec les Assié Ouzou qui sont aussi issus de la même culture. Et les Assié Ouzou, en fait, c'est des statuettes faites pour calmer un esprit. Les esprits chez les Baoulés sont dans la rivière ou dans les forêts. Et parfois, ils peuvent s'emparer de quelqu'un et la rendre folle. Et ça aussi, pour résoudre ça, on va encore voir le devin qui va dire il y a un esprit qui s'est emparé de toi et qui veut que tu lui fasses un culte personnel. Il veut que tu l'honores et que tu le vénères. On va refaire une statue qui va aussi être ultra vénérée et qui va être très importante et qui va être gardée sur toutes les générations. Le bleu-lobla, une fois qu'une personne meurt, il est jeté. Et ça, souvent, c'est des statues qui peuvent se confondre. Voilà, un peu en deux mots, ce qu'on peut dire sur les bleu-lobla et sur les bleu-lobianes. Voilà. C'est un tableau qui est au Louvre et qui s'appelle Philosophe en méditation. Alors on lui a attribué énormément de choses. Il y a beaucoup d'historiens de l'art qui n'ont pas cru qu'il s'agissait simplement d'un philosophe, donc on cherchait des sujets bibliques raccrochés. Alors par exemple le sujet de Tobie, ça a pu être un Saint Jérôme, enfin vraiment les gens vraiment cherchaient à raccrocher le sujet à autre chose. Moi je pense que c'est tout simplement un philosophe en méditation. Donc moi ce que j'aime bien dans ce tableau c'est que c'est vraiment un jeu d'opposition, je trouve que tout s'oppose. Je sais pas si vous voyez bien. Oui. En fait, donc vous avez ce grand cercle de lumière qui s'oppose à tout le reste qui est vraiment de l'obscurité très très forte. On a un contraste de clair-obscur qui est vraiment intéressant. Ensuite, il y a une architecture qui est vraiment dominée par les courbes. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Elles sont reprises par la lumière et puis ça s'oppose à toutes ces marches d'escalier comme ça qui sont très droites, donc c'est encore un espèce de contraste. Ce qui s'oppose également, c'est ce vieil homme qui est assis dans le coin, éclairé par la lumière du jour, face à cette femme qui en fait est sûrement une servante et qui elle attise le feu. Donc dans un premier temps, ça peut paraître être une opposition puisqu'on a une lumière qui va être une lumière naturelle, qui est la lumière du soleil, qui va éclairer ce philosophe, face à une lumière qui est finalement celle de l'homme, puisque c'est celle du feu qui a besoin d'être entretenue, qui n'est pas la lumière universelle qu'on peut avoir du soleil, etc. Et finalement, ces deux personnes, si elles sont réunies en quelque chose, ça peut être cet escalier qui fait le lien entre les deux parties du tableau, la gauche et la droite, mais aussi entre le haut et le bas. C'est quelque chose d'assez étonnant, cet escalier. Ça n'a pas été forcément repris par Rembrandt dans ses autres tableau, mais pour moi ça pourrait vraiment représenter en fait cette méditation du philosophe qui est quelqu'un qui appartient en fait au terrestre mais qui doit s'élever vers le spirituel et ça pourrait être représenté par le fait qu'en fait on ne voit pas la fin de cet escalier, elle est infinie, la méditation est infinie et c'est quelque chose de bien plus abstrait. Alors dans un premier temps oui, c'est un philosophe qui médite face à une servante qui elle est occupée aux tâches matérielles, mais est-ce que finalement ils ne sont pas complémentaires l'un et l'autre? Est-ce que finalement ce philosophe dans sa méditation il n'a pas aussi besoin d'être entretenu par la chaleur du feu, par le matériel? Il y a une réflexion aussi sur en fait ces petites gens qui sont là et qui pouvaient également avoir quelque chose de vraiment, une place vraiment importante finalement dans la vie quotidienne et puis qui pourrait pouvoir signifier, je sais pas, dans une Hollande qui est dans un contexte assez calviniste, ça pourrait vouloir dire que voilà, finalement tout le monde peut avoir accès à la grâce de Dieu, qu'on soit au sommet de la méditation ou bien au plus bas de l'échelle entre guillemets. Voilà.